têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. À notre menu d'aujourd'hui, un sénateur et un député. Un sénateur de droite, Charles Pasqua, qui publie ses mémoires, et un député de gauche, René Dosière, qui regarde à la loupe le train de vie de l'État. Ancien premier flic de France, Charles Pasqua passe aux aveux pour la seconde fois et démontre qu'il est plus familier de sa langue maternelle que de la langue de bois. Il se flatte de savoir parler également au prince qui nous gouverne et à l'oreille des ânes pour peu qu'il soit corse. Un peu désabusé au demeurant. Il confie qu'il a toujours connu une France au bord du gouffre, qu'il est difficile de faire une longue carrière politique sans changer d'idées et de copains, et que nonobstant une vieille amitié, aujourd'hui en sommeil, avec Jacques Chirac, il s'est cru également, comme lui, un destin national. À la fois grand-père gâteau et père fouettard, considérant la cohabitation comme une hérésie constitutionnelle, il révèle pour quelle cause mineure et relevant strictement de l'amour-propre, Mitterrand s'est un jour détourné de baladure jusqu'à souhaiter faire de Chirac son successeur. Asseyez-vous, monsieur le sénateur, et nonobstant l'immunité parlementaire, considérez-vous comme placé pendant quelques instants en garde à vue. Combien y a-t-il de décennies que nos gouvernants ambitionnent de redresser une France au bord du gouffre ? 50 au moins. Au moins, oui. Ben dites donc, heureusement qu'on était encore loin du gouffre, hein. Mais on se rapproche. On peut faire un pas en avant. Oui, parce On va que faire monter des sandwichs et de la bière. Hein. est-ce qu'on peut faire une longue carrière politique sans changer d'idée et d'amis ? Oui, C'est possible. oui, mais difficile. Oui, vous n'y êtes pas arrivé, hein ? Si. Oh, bah attendez, vous étiez très copain avec... Mais l'amitié, elle n'a rien à voir avec les idées. Oui, non, mais c'est ce que j'appelle trahir les amis. Bon, attendez, je lis le sous-titre de ce livre intitulé « Ce que je sais », un magnifique désastre, 1988-1995, et il est quand même beaucoup question de votre ami de plus de 30 ans, Jacques Chirac. Ah, hein. pas seulement. Le Oui. désastre ne concerne pas que cette partie de l'hémisphère politique. Ça concerne les deux, à la fois la gauche et la droite. Et le parallélisme des démarches est assez fascinant, d'ailleurs. Vous écrivez quand même un jour de mai 1995, puisque vous notez tout au jour le jour. Jacques Chirac est président de la République, je devrais m'en réjouir, mais je ne peux pas. Avez-vous conscience que vous allez faire beaucoup de peine à un vieil ami quand il va recevoir votre livre, si tant est que vous l'ayez envoyé? Écoutez, le problème n'est pas de savoir si je lui ferai de la peine ou pas. Je dis ce que je pense, et si ça ne plaît pas, tant pis. S'il m'avait écouté davantage à une certaine époque, on aurait évité beaucoup de choses. Enfin, c'est comme ça. Ah, Il ne oui. faut rien regretter. Non, mais on peut dire ce qu'on a sur le cœur, d'autant que, si vous faites de la peine à un seul ami et plaisir à des milliers de lecteurs, bon, hein, ouais. Oui, mais lui, lorsqu'il a fait rédiger une partie de ses mémoires, ou soi-disant telles, par Pierre Péan, ne s'est pas interrogé pour savoir s'il allait faire de la peine ou pas à certains amis.
Parce qu'il disait, par exemple, qu'il ne les connaissait pas. Oui, mais attendez, si le livre était pas signé de lui, hein? Non, ça c'est vrai. Ah, bon. Pendant combien de temps vous êtes-vous cru un destin national? Ouf. Ça n'a jamais fait partie tellement de Vous hésitez quand même un de petit mon peu. ambition. Oh. Oui, un certain nombre de mes proches Surtout quand- amis m'y poussaient. Quand vous sortiez de votre ministère, il y avait l'Élysée en face, ça donne Oui, des c'était idées. pas très loin, c'est un fait. Mais ce n'était pas un problème de distance, n'est-ce pas? C'était autre chose. Est-ce La que- distance était dans les esprits. Oui, mais enfin bon, si vous aviez été là au bon moment, vous auriez pu être le bon candidat. Ah oui, certes. Ah oui. Mais pour ça, il eût fallu que les autres ne se présentent à ce point. Ah bah oui. Vous auriez pu les décourager. Oui, j'aurais pu, oui. Vous aviez pas des dossiers sur eux? Oh, je devais bien avoir quelques-uns. Oui. À propos, est-ce que vous avez rencontré souvent Yves Bertrand, le Non. directeur des Non. renseignements trop généreux, non? Non, je ne l'ai pas rencontré tellement. J'aurais pu le rencontrer souvent, mais... Ben, il faisait partie de votre ministère, hein? Oui, ça m'a pas échappé. Mais, comment dirais-je, j'étais pas tellement porté à ça. Les fameuses notes blanches, là, dont on parle beaucoup, c'est mon directeur de cabinet qui les recevait quand d'aventure il y en avait une un peu intéressante, il me la passait, mais autrement... Oh, quand c'était croustillant, quand même, ça détend le soir, non? Oui, Non. il n'y en a Bon. pas tellement. Non. Non, les histoires que l'on Oui. lisait habituellement, à savoir que dans tel département de France, l'épouse du conseiller général, alors évidemment, si le gouvernement était de droite, on disait que c'était un conseiller général de gauche, qu'on allait un peu espionner, et vice-versa. Alors, lorsqu'on passait une note en disant que l'épouse du conseiller général, un tel, qui gère la mercerie au Beau-Bouton, est en train de faire de mauvaises affaires, et que si sa boîte saute, ça va porter tort à son époux, le conseiller général Trucmuche, Oui, je ça trouvais va ça pas loin. minable, Non. c'était sans intérêt. Mais si elle couche avec le Mercier, c'est déjà plus intéressant. Oui, c'est pas tellement avec le Mercier, c'est plutôt avec le préfet. Ça permet de faire une carte de France des salopes, c'est quand même agréable. Les meilleurs moments de la saison 2008-2009 des grosses têtes, les grosses têtes de l'été sur RTL, avec Philippe Bouvard, qui avait invité le 8 décembre dernier Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Balutin, et l'invité d'honneur Charles Pasqua pour son livre Ce que je sais, un magnifique désastre, 1988-1995. À propos d'Yves Bertrand, là, le fameux auteur des cahiers à spirale, là, vous dites qu'il y avait auprès de Jacques Chirac des gens qui étaient chargés ou qui s'étaient chargés de conduire des actions de déstabilisation contre des gens dont il pensait qu'ils pouvaient gêner Jacques Chirac. Ben voilà, la messe est complètement Et voilà, vide. mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de conditionnels. quand même. Oui, alors, où ils étaient chargés, où ils se chargeaient eux-mêmes. Là, vous vous prononcez pas, hein? Oui, mais parce que j'aime bien mettre les points sur les i quand je suis sûr, quand je ne le suis On pas. fait c'est souvent pour au ne pas nom faire. du roi un zèle que le roi ne réclame pas. C'est vrai. hein. Oui. Et quelquefois, ça lui sert. Est-ce que vous considérez Michel Alliot-Marie comme une vraie femme d'intérieur? Oui. Oui. Le propre des femmes d'intérieur, c'est de rester à l'intérieur. Mais la question se pose de savoir si celle-ci restera complètement Oui. ou si elle ira ailleurs. Bon, elle Là, on la a donne partante. pas l'air d'avoir la cote en ce moment. Même à l'extérieur. Ouais. Oui, Est-ce- enfin, c'est comme ça. Est-ce que vous En auriez... réalité, ça ne dépend que d'une seule chose, vous le savez aussi bien Ah que oui, moi. la faveur du roi. Et voilà. Eh oui. Est-ce Vous que... êtes royaliste vous-même? Non, en tout cas, depuis que je connais Ségolène, pas du tout. Est-ce que, si vous aviez été ministre de l'Intérieur aujourd'hui, vous auriez autorisé l'usage du taser? Oui, probablement. Oui, 50 Si 000. j'avais pensé que ça vous intéresse, je m'en serais fait prêter un. Oui. Je serais venu. Je serais venu. On aurait bien Pour rigolé. l'essayer, on aurait bien rigolé. Avec ce matériel. Non mais vous remarquerez que le gars qui s'est attaqué au taser, c'est quand même Besancenot. Le taser qui est un truc électrique, mais Besancenot, lui, il s'attaque pas à Jean-Marc Rouillant, il le soutient, il voudrait l'avoir, alors que Rouillant, lui, tirait à balles réelles. Quand même. Absolument. Tout à fait. C'est tout. Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous a éloigné de Jacques Chirac? La vie,
Oui, mais pas seulement la vie, la politique, des idées différentes. Mais une analyse différente des choses. J'ai pendant longtemps essayé de faire comprendre à Jacques Chirac que, en ce qui concernait les élections présidentielles, la bataille devait se jouer à droite et que c'était à droite qu'on gagnerait les élections présidentielles. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pour soutenir la thèse inverse, il y avait Édouard Balladur, qui lui disait la bataille se gagne au centre. Il y avait Juppé, bon, ça c'était pas très étonnant. Et il y avait aussi Nicolas Sarkozy, qui étaient tous dans cette démarche. Bon. Et puis en réalité, Nicolas Sarkozy a gagné les élections présidentielles parce qu'il a effectivement joué la bataille à droite. Et oui. C'est ça qui est amusant. Donc, entre-temps, il s'était converti. Naturellement, on a fouillé la sonothèque des grosses têtes pour rechercher des documents susceptibles de vous intéresser ou de vous surprendre. Et on a trouvé un jour où il occupait votre place quelques aveux de Roger Carucci, un de vos fils spirituels. Pasqua, c'est l'un de ceux qui m'ont fait démarrer, entre guillemets, dans les Hauts-de-Seine. Et à l'époque, c'était son premier poste de ministre de l'Intérieur, en 86. Et il m'avait reçu, il m'avait dit « Viens ici, petit ». Alors, petit, d'accord, mais enfin, bon, costaud quand même. Et je m'assois, il me fait « Bon, tu es prévenu. Ici, je ne fais pas que terroriser les terroristes. Je terrorise aussi les candidats. » Et alors, je commence à dire, je suis candidat à rien, moi je suis gentil garçon, il fait, c'est ce qu'on dit quand on arrive. Et après, on a plein d'ambition et on me regarde différemment. Hein, c'est une vraie conversation, ça. Oui, tout à fait. Il n'a rien inventé. Oui. Vous avez parfois Sauf l'accent, parce que je n'ai pas un accent aussi prononcé. Non. Oui, quand vous racontez des histoires, parfois. Vous trouvez ? Oui. Quand vous parlez aux ânes corses, vous reprenez la... C'est différent. Vous voulez que je raconte cette histoire ? Oui. Le Plessis-Robinson est une ville du sud des Hauts-de-Seine. Et alors, le maire du Plessis-Robinson est un ami. Et chaque année... il ressuscite la fête des guinguettes. Donc, on fait un pique-nique un peu arrosé, et un employé municipal affolé arrive et il dit la grande rue est bouchée, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit l'âne qui conduisait la charrette sur laquelle il y a des enfants refuse d'avancer. Je dis, je vais aller voir cet âne. Et alors j'arrive. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est un âne corse. Bon. Alors, je m'approche et je lui dis en corse, écoute, tu as assez fait le zèbre, tu as assez fait l'imbécile, alors maintenant, avance. Et quand j'ai commencé à lui parler corse, ses oreilles se sont dressées, il a dû se dire, tiens, voilà quelqu'un de connaissance. Et il est reparti. Miracle. C'est pas fini. 10 minutes, un quart d'heure après... on vient me rechercher, on me dit c'est encore arrêté. Je allais le voir, je l'ai engueulé cette fois très vigoureusement en corse. Alors il a baissé les oreilles, il est parti, on n'en a plus entendu parler. Morale de l'histoire, je suis l'homme qui parle à l'oreille des ânes, comme il y a celui qui parlait à l'oreille des chevaux. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Et que de souvenirs, bons souvenirs d'ailleurs. Souvenir du 8 décembre dernier, Philippe Bouvard était bien entouré, comme chaque jour sur RTL. Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Legérias, Jacques Balutin et l'invité d'honneur de ce 8 décembre, Charles Pasqua, pour son livre Ce que je sais, un magnifique désastre 1988-1995. Une première citation envoyée par Monsieur Scran de Dunkerque qui a dit « Un Premier ministre, on le lèche, on le lâche, on le lynche. » Rocard. Non. Santini. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre. Ah. Juppé. Juppé. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous êtes d'accord sur ce raccourci ?
Oui, c'était un raccourci, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On le lèche, on le lâche, on le lâche. Il a été très lâché, lui. Il revient. oui. On va bientôt le relécher. Oui. Et la deuxième citation, envoyée par Madame Petit, qui a dit « Le métier du ministre de l'Intérieur, ça n'est pas d'interpeller la société, c'est d'interpeller les délinquants. » Charles Pasqua. Non, c'est un grand ami de Charles Pasqua. Qui a été ministre de l'Intérieur? Non, mais qui a occupé d'autres ministères. Un Corse? Non, Jacques Chirac. non, Balladur. non. Nicolas Sarkozy. Ah bah non, il a été... Seguin. Oui, Philippe Seguin. Bonne réponse de Charles Pasqua. Ah, dites donc, c'était votre ami souverainiste, là. Ah oui. Ah oui, vous faisiez une belle équipe, tous les deux. Oui, absolument. Nous étions des poids lourds. Oui. Qu'est-ce qui a changé en Europe, le rejet du traité de Maastricht par certains pays? Pas grand-chose, hein? Pour l'instant, non. Non. Ce qui change, c'est la perception que peuvent avoir les gens aujourd'hui de l'Europe. Ils doivent bien se rendre compte qu'avec Philippe Seguin, nous avions raison. On n'était pas contre l'Europe, on était contre ce type d'Europe. Parce qu'on ne croyait pas du tout à la naissance d'une Europe fédérale qui aurait créé un sentiment unanime. On voit bien qu'en réalité, confronté à une situation difficile, chaque pays a tendance à jouer sa propre partition. Oui, ça, on le voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs regrettable, parce qu'il aurait mieux valu que confronté à la situation actuelle, il y ait un plan pour l'ensemble de l'Europe. Mais manifestement, c'est pas demain la veille. C'est comme ça. Oui. Vous vous souvenez encore du songe d'Athalie en anglais? Oui, mais c'était une adaptation très personnelle. Oui, mais enfin quand même, c'était un grand moment. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Oui. It was during the night. My mother Jezebel in front of me was appeared. Oh my God, what a shame. Voilà. Bien. Vous êtes content? Ah bien. Vous avez vu que je suis polyglotte. Je suis pas polygame, on ne peut pas être tout à la fois. Ma mère Jezebel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort. Ah mais c'est beaucoup plus joli en anglais, hein. Surtout. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs s'acharne aussi sur toi. C'est très beau. C'est magnifique. Ah, c'est Attali, il en a fait des trucs. Hein. Ah oui. Quel boulot. Qu'est-ce qu'il fait comme rapport? Eh bien, écoutez, j'ai un souvenir de Jacques Attali, réalisé ici, comme d'habitude. À l'époque, il était conseiller spécial, Sherpa, du président. Sherpa à grand-chose. Et si, il faisait beaucoup de choses. Et il s'était souvenu d'un bon mot d'Édouard Balladur au moment d'un retour du sommet de Venise. Ça remonte à 1987. Ce sommet s'était fini vers midi et on s'était promené dans les rues de Venise parce qu'il adorait Venise. Et en passant dans les rues, il se dit on va encore déjeuner dans l'avion, on va encore avoir un plateau repas épouvantable. Et on passe devant un marchand de fruits, il achète quelques cerises, tout content de son achat. On arrive dans l'avion, c'était un petit avion parce que on rentrait peu nombreux. Et dans cet avion, on était 4. Il y avait Elisabeth Guigou, Édouard Balladur, François Mitterrand et moi. L'avion décolle, il était midi et demi, 1h moins quart, comme ça, et on décolle, et tout content, il prend son sac de cerises, il commence à manger ses cerises devant nous, et puis 1h moins quart, 1h, 1h30, l'avion avance, la faim commence à nous prendre, et le steward passe la tête, voit que le président mange, donc ne fait rien. Et 20 minutes avant d'atterrir, le steward ose dire « Monsieur le Président, vous voulez déjeuner ?» Et François Mitterrand allait lui sortir sa grande tirade sur le fait qu'il détestait les plateaux repas quand il se rend compte que personne n'a déjeuné sauf lui. Et il dit « Mais messieurs, madame, si vous voulez manger, je vous en prie. » Et Édouard Balladur a cette phrase merveilleuse « Non merci, Monsieur le Président, je n'ai plus faim, je viens d'assister au souper du roi. » Les grosses têtes de l'été continuent jusqu'à 18h sur RTL avec aujourd'hui Philippe Bouvard et Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Legérias, Jacques Balutin. Les grosses têtes de Philippe Bouvard du 8 décembre dernier et leur invité d'honneur, Charles Pasqua. Monsieur Folenfant demande qu'est-ce qui est en or dans une mairie? Les glands au bout de l'écharpe? Oui, le gland du maire, enfin le gland de l'écharpe du maire. C'est une excellente réponse de Bernard Mabille.
Vous savez d'ailleurs que la différence de couleur des glands permet de savoir si on a affaire à un maire ou à un député, puisque les glands sont argent, or, ou je ne sais plus quelle est la troisième couleur, mais c'est à ça qu'on reconnaît. Tu t'y connais en glands. Je connais très bien les glands. Il connaît tout sur les glands de ce monde et les têtes couillonnées. D'ailleurs, pendant que nous en parlons, je tiens à préciser que je ne suis pas le père de l'enfant de Rachida Dati. Arrête. Procédons par élimination. Vous avez la possibilité, comme tous les invités d'honneur, de téléphoner à la personne de votre choix. J'avais choisi Philippe Séguin, président de la Cour des comptes, très occupé, surtout en ce moment. Alors, on va l'appeler, j'espère qu'il va pouvoir se libérer. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bouvard. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, bien, je suis heureux de vous entendre. Moi aussi, ça fait 40 ans que je voudrais vous dire quelque chose, Monsieur Bouvard. Oui. J'ai fait toutes mes études à Aix-en-Provence. C'est une ville que j'aime beaucoup, où j'ai gardé des attaches. Et je dois dire que vous avez écrit sur Aix-en-Provence la chose la plus drôle que j'ai jamais lue. C'était il y a 40 ans, dans un journal du matin, dont vous vous souvenez. Vous aviez écrit Aix-en-Provence, c'était avant l'autoroute, etc. Aix-en-Provence, c'est un jet d'eau dans un embouteillage. Et je dois dire que c'était extrêmement bien vu. Vous vous souvenez? Ah ben non, pas du tout, mais maintenant je vais mettre ça en tête de mes œuvres complètes. Philippe Séguin, j'ai à côté de moi Charles Pasqua, on va reformer le fameux tandem souverainiste, hein. Mais vous voyez de temps en temps? Oh, bien sûr qu'on se voit de temps en temps. C'est les seules occasions où je puisse parler un peu de politique, parce que vous savez que je suis tenu au devoir de réserve. Ah oui. Moi aussi, d'ailleurs. Et vous arrivez à l'entraîner au match de foot de temps en temps? Ça, c'est assez difficile. En revanche, lui, il n'a aucune difficulté à m'emmener dans les restaurants corses. Alors, on vous lit très souvent, hein, et on lit vos avis, ceux par lesquels la Cour des comptes critique la gestion des deniers publics, avis qui sont rarement suivis des faits. Hein. De plus en plus, et de tout temps d'ailleurs, on a des résultats. Cela étant, c'est vrai, Charles Pasqua dirait mieux que quiconque, dans la gestion publique, parfois les redressements prennent des années. Vous savez, ce sont souvent des paquebots, et avant, ils font pas des virages sur l'aile. Hein. Vous avez reçu le livre de Charles Pasqua? Bien sûr, et très gentiment dédicacé de surcroît. Et je l'ai lu dans les 24 heures. Oui, et d'ailleurs, il m'a envoyé un petit mot, seulement après avoir lu la totalité du livre. Ouais. Tout va bien, Philippe? Ça va et toi, Charles? Très bien, très bien. Ça se passe bien, là, avec M. Bouvard? Oui, mais c'est redoutable, tu sais. Oui, je sais, mais l'anecdote que tu viens de raconter montre que Bouvard avait déjà de l'esprit il y a 40 ans. Eh oui, et même avant. Hein. Oui, et le fait qu'il ait réussi à le garder n'est pas un mince exploit. Et c'est très encourageant. Hein. Oui, alors maintenant, je vous ai assez ciré les pompes. Et alors, ce livre vous inspire quelle remarque, écoutez, d'abord, très sérieusement, je dois dire qu'au-delà de tous les souvenirs communs que Charles évoque, au-delà du portrait assez bienveillant, je dois le dire, qu'il brosse de moi, je dois dire que son livre est une importante contribution à l'histoire de la Ve République, parce qu'il est un des rares hommes à connaître et à avoir participé à cette histoire du début jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, c'est un des témoins les plus passionnants de tout ce qui s'est passé depuis 58 et même un peu avant. Ah, voilà, ça, c'est formidable. Hein. Merci infiniment. Bah oui. Ça vaudra la peine qu'on déjeune une nouvelle fois. J'ai au moins gagné ça. Voilà. J'ai au moins gagné ça. Merci Philippe Séguin. Merci et bravo. Au revoir Philippe. Merci. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Et le 8 décembre, Philippe Bouvard avait invité Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Balutin et Charles Pasqua aussi.
Alors, chemin faisant, il y a un tas de petites histoires comme ça qui ont l'air anecdotiques et qui en fait sont assez signifiantes. Là. Par exemple, là, vous racontez que, on se souvient de cet épisode, pendant une campagne électorale qui s'annonçait difficile, Édouard Balladur était tombé en panne sur une route de province et qu'il avait été pris en autostop. De Provence. De Provence. De province et de Provence. Oui. Alors, il tombe en panne, bon, et puis il fait un signe, et il y a une voiture qui s'arrête. Non, il y a d'abord une voiture qui approche, donc il fait un signe, la voiture s'arrête, il demande si elle peut le prendre, effectivement. C'est une dame. Une dame. Elle le prend, et donc elle le dépanne. Voilà. Ça s'est très bien passé jusqu'au jour où on a appris que c'était sa cousine et qu'elle n'était pas là par hasard. Ah oui. Ah oui. Il y a des trucs comme ça. Ah oui. Non, c'est pas moche, c'est mal préparé. C'est moche. Ça montre qu'ils ont le sens de la famille, c'est déjà ça. Absolument. Vous vous souvenez de la fameuse formule de Mitterrand sur Jacques Delors, dont on disait que mais ça, il était candidat. Mitterrand me l'avait ressorti un jour, on déjeunait en tête à tête, et il m'avait dit des choses aimables sur Jacques Chirac. Il m'avait dit, vous savez, à la prochaine présidentielle, il sera prêt, ça devrait être son tour. D'ailleurs, il n'avait rien contre Jacques Chirac, je ne vois pas ce qu'il aurait eu d'ailleurs, étant donné qu'il l'avait battu 2 fois. Bon, donc il était assez relax, et il me dit, mais vous savez, il a tort de se polariser sur Delors. Je le connais bien, Delors. Delors ne veut pas être candidat. Il ne le saura pas, d'ailleurs. Il ne veut pas être candidat, il veut être nommé. Et c'est vrai. Finalement, Delors s'est dégonflé, alors qu'il est... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Oui. Il est arrivé chez Anne grand Sinclair. Favori, hein. C'était non seulement le grand favori, mais il est arrivé chez Anne Sinclair, et pendant 10 minutes, il a expliqué ce qu'il fallait faire pour redresser la France. Et tout ça paraissait très cohérent. Et Anne Sinclair, toute contente, lui dit... Et donc, monsieur Delors, vous serez candidat. Elle dit non, parce que de toute façon, je pourrais être élu, mais les Français étant ce qu'ils sont, je ne pourrais rien faire. C'était quand même dément. Et à la suite de quoi, d'ailleurs, les socialistes se sont retrouvés dans le 36e dessous. Ils ne savaient plus qui présenter, parce qu'à la suite de Delors, tous ceux qui pouvaient éventuellement être candidats s'étaient dégonflés. Il avait dit, je ne suis pas candidat, moi non plus. Il y avait une espèce de course, comme ça, de compétition à celui qui ne serait pas candidat. Et c'est alors que Jospin était sorti comme un diable d'un bénitier en disant, je suis candidat. Et à la suite de quoi, il a fait un sacré score. Hein. Ah oui. Il n'est pas arrivé loin des 50%. Hein. Parce que le socialisme, ça existe toujours. Il ne faut pas se faire d'illusions. Des fois, ils n'ont pas de candidat à la hauteur. Mais... c'est pas utile. Hein. Est-ce que la fille de Jacques Delors agira un jour comme son papa? Je ne suis pas sûr qu'elle ait le même style. Non, je crois pas. RTL, les grosses têtes de l'été. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. L'un des invités d'honneur de Philippe Bouvard en décembre dernier, Charles Pasqua, qui était venu ce 8 décembre pour parler de son livre « Ce que je sais, un magnifique désastre, 1988-1995 ». Est-ce que Nicolas Sarkozy, dont vous parlez aussi, et vous l'aimez bien et il vous le rend, hein? Oui, il y a des liens, là, aussi. Vous lui en voulez pas quand il vous a pris la mairie de Neuilly? Écoutez, d'abord, je pourrais me contenter de dire que c'est une vieille histoire. Oui. Bon, mais il avait tellement envie de ça. Bah oui. Et moi, je n'ai pas la tripe municipale. D'ailleurs, je n'ai jamais été candidat à quelque mairie que ce soit. C'est pas le fait qu'on ne me l'ait pas proposé. On m'a demandé d'être candidat à Marseille, à Nice. Je ne sens pas ça, voilà. Je comprends. Donc vous étiez bien. très content qu'il s'installe là? Content, le mot est un peu excessif. Le mot est un peu excessif. Ce dont j'ai été moins content, c'est que c'est lui qui était venu me demander d'être candidat. Lui et Balkany sont venus me demander d'être candidat, à la suite de quoi je lui ai dit, mais occupez-vous-en, ce qu'il a très bien fait. Mais pour son propre compte. Bon, ben,
Alors, il est maire de Neuilly. Il y a une prise d'otage qui est encore dans toutes les mémoires, dans une école maternelle. Et dans un premier temps, il est en première ligne. Est-ce qu'il a fait preuve, à l'époque, d'une réelle bravoure? Ah oui, ah oui. Mais c'est l'homme courageux, ça on ne peut pas le lui. Puis ça a été bien monté, on n'a jamais su que c'était son cousin. Hein. Oui, ça, on n'a jamais su ça. Ouais. Non, mais pour être sérieux, un peu plus sérieux. Mais pourquoi il s'est écarté de la négociation au bout d'un moment avec le preneur d'otages? Il ne s'est pas écarté de la négociation, c'est que heureusement pour nous, c'est le preneur d'otages qui n'a plus voulu le voir. Parce qu'il avait demandé à ce qu'on lui apporte une rançon de 100 millions de francs. Ils ne se rendaient pas du tout compte de ce que ça représentait. Et en petite coupure. En petite coupure, il aurait fallu un camion. Alors avec Balladur, sur le coup de minuit, on a dit il faut quand même qu'on trouve de l'argent et qu'on commence à lui apporter pour le calmer en attendant que les choses se présentent. Je ne conduirai pas le camion, Charles. Se présente un peu mieux. Donc vous voyez le travail. Réveiller le directeur de la Banque de France, etc. Lui dire on a besoin d'argent. Ah bon mais comment, etc. Alors Balladur a mis toute son autorité dans la balance et Nicolas est parti chercher de l'argent. Bon, il est revenu donc avec cet argent et il a apporté cet argent à ce bonhomme. Je crois d'ailleurs il a réussi à obtenir la libération de nos deux enfants et puis le type s'est mis à compter l'argent. Et puis au bout d'un certain moment, il s'est rendu compte que de toute façon, il n'y avait pas la totalité de la somme qu'il demandait. Alors du coup, il n'a plus voulu que Nicolas soit son interlocuteur, ce qui nous a rendu service. Parce que Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly, c'était sa ville, il était concerné au premier chef, il s'est beaucoup investi dans cette affaire, il a été très courageux, mais en ce qui concerne la police et les unités d'intervention éventuelles, avoir en permanence dans les pattes un membre du gouvernement, ça ne facilite pas les choses. D'autant qu'on pensait que le preneur d'otages avait une bombe sur lui. Mais c'est pas qu'on le pensait, on le savait. Ça a été vérifié? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui pouvait à tout instant la faire exploser. Il était lui-même transformé en bombe humaine, mais il avait aussi placé un certain nombre d'explosifs dans des endroits. S'il avait fait sauter tout ça, ça aurait été un carnage, il n'y a pas de problème, c'est évident. Jacques Lang a été victime d'un canular. On lui a fait croire qu'il était ministre de la Culture. Non, on lui avait proposé, enfin c'est d'après un journal fort sérieux d'ailleurs, La Tribune, on lui avait proposé d'être président des chaînes de télévision de service public. Il aurait été bien. C'était parfait pour lui. C'était bien pour lui. Il aurait présenté le 20h. Il se serait invité lui-même au 20h. Bien sûr. Oui. Il aurait fait speakerine. Oui. La fête de la musique, tous les jours. Et il dit qu'il pense que c'est un canular, mais enfin bon, c'est un canular jusqu'au moment où ça devient vrai. Hein. Attendez, j'ai vu un déroulant hier sur une chaîne d'actualité où il était inscrit qu'il ne serait pas mécontent qu'on lui propose que le président de la République lui propose une mission. Hein. On parle de lui pour la culture. C'était en dessous, là. Oui, mais enfin, chacun sait qu'il est candidat à tout et en permanence. Bah oui. Pas de problème. Et lui pense qu'il est toujours ministre de la Culture. On lui a pas dit qu'il avait été remplacé. Et Ségolène, on lui a dit qu'elle était battue? Non, pas encore. Non, ils osent pas. J'habite à côté de l'hôpital Sainte-Anne. Ah, tu les vois passer? Je les vois passer avec la chemise sans manches qui se boutonne dans le dos. C'est pas parce que les grosses têtes sont parties en vacances qu'il faut pas penser à elles. Non. Cet été, soyez donc de gentils examinateurs et envoyez une question de culture générale aux grosses têtes. Et si à la rentrée, les invités de Philippe Bouvard ne trouvent pas la bonne réponse, eh bien RTL vous envoie un chèque de 300 €, une feuille, un stylo, une enveloppe timbrée et envoyez le tout à Philippe Bouvard, RTL, 22 rue Bayard, 75 008 Paris, ou encore allez directement sur rtl.fr à la page des grosses têtes. Question de Madame Maury. En argot de délinquant, qu'est-ce que la trique? Avoir la trique? La matraque? Non, c'est quand on est tricard. Tricard, alors tricard, ça veut dire qu'on est persona non grata. Séjour. Interdit de séjour. Bonne réponse de Péroni. Interdit de séjour. Tricard. Personne. Moi, ma femme m'a interdit de séjour parce que j'ai pas la trique. Alors dans le truc qui va pas. Mais vous, Charles Pasqua, vous avez longtemps travaillé chez Tricard?
Oui. Dans le fond, vous êtes un grand-père gâteau ou un père fouettard? Père fouettard, je sais pas trop ce que ça veut dire. Non, c'est pas dans mon tempérament. Je suis plutôt gentil, moi. Oui, mais enfin, quand vous étiez... Ça n'apparaît pas tout de suite. Non, au ministère de l'Intérieur, on n'est pas gentil au ministère de l'Intérieur. Hein. Ça. Puis il faut bien fouetter des œufs pour faire les gâteaux. Ouais. Oui, je suis pas très porté à la pâtisserie, quand même. Dans la police, c'est plutôt la tarte. Pourquoi la cohabitation vous apparaît-elle comme une hérésie constitutionnelle? Parce que je crois que c'est pas un très bon système. On est trop obligé de rechercher en permanence le compromis, etc. Il vaut mieux une majorité et un président de la même sensibilité, qu'il soit de droite ou de gauche. Pour le pays, c'est préférable. Et d'ailleurs, ce que je constate, avec regret, mais enfin c'est comme ça, c'est que malheureusement, on le sait, une politique pour réussir a besoin de temps. Et ce qui manque le plus dans ce pays, c'est ça. Parce que ça change trop vite. C'est pas le quinquennat qui a arrangé ça. Le quinquennat. Il faut un quinquennat de 10 ans. Je suis d'accord avec vous. Et c'est bien pour ça qu'on envisage un quinquennat multiplié par 2. Ouais. Mais ce qu'il y a également, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'arrive pas, alors là on est sérieux 2 minutes, c'est qu'on n'arrive pas dans ce pays à obtenir un consensus entre les forces politiques sur des sujets d'intérêt général où finalement il ne peut pas y avoir tellement de différence entre les politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche. De temps en temps, il y a un vote à la quasi-unanimité. Mais je ne parle pas de vote, là. Oui. Pour l'augmentation des députés, des trucs comme ça. Oui, ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je parle de la nécessité de définir une politique avec des objectifs à long terme, ce qui permet de réaliser des choses. Je l'ai espéré à un certain moment, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, il y a de temps en temps, et même assez souvent d'ailleurs, des secrets d'État, des choses qu'on ne connaissait pas et que vous dévoilez. Par exemple, on sait que, Édouard Balladur était le Premier ministre de François Mitterrand, que dans un premier temps, il s'entendait très bien. Oui. Très très bien. Et puis, Balladur était candidat et favori à l'élection présidentielle. Et puis, à partir d'un certain moment, on ne savait pas pourquoi, mais vous donnez la raison, François Mitterrand a cessé de soutenir Balladur pour soutenir Chirac. Oui, alors ça, je dis même quelle a été la date de cette rupture, parce que c'était visible à l'œil nu pour ceux qui se trouvaient dans cette situation. C'est le 15 août, pour le 50e anniversaire du débarquement des forces alliées en Provence. Il y a là tous les chefs d'État africains francophones, tous ceux dont les troupes ont participé à la libération du pays. Il y a naturellement les représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, etc. Il y a une grande revue navale et le gouvernement est sur le porte-avions. Et nous assistons à la revue navale. Et Mitterrand est là. Et manifestement, il n'est pas au mieux de sa forme. Et à un moment, Édouard Balladur dit à François Mitterrand, puisque nous sommes réunis ici, nous pourrions procéder à la réunion du Conseil de sécurité, puisqu'il y a les événements qui se déroulent en Bosnie et il y a des décisions à prendre. Alors Mitterrand préside ce conseil. On prend effectivement un certain nombre de mesures, et Mitterrand ne se sent vraiment pas bien, et dit au Premier ministre il faut que je rentre à Paris, je vous laisse le soin de présider les manifestations, etc. Il prend un hélicoptère, il s'en va. Et l'après-midi, il y avait une conférence de presse de prévue, et donc, je crois qu'elle se tenait à Saint-Raphaël, et donc, Édouard Balladur va présider cette conférence de presse. Et il dit, très content de tout ce qui s'est passé, en remerciement, dans l'engagement des troupes de ces pays auxquels on doit tant, etc. Bon, tout ça se passe très bien. Puis à ce moment-là, il y a une journaliste qui lui dit, mais je crois que le Conseil de sécurité s'est réuni ce matin, et quelle décision a-t-il prise? Et alors là, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, Balladur s'est comporté comme si Mitterrand n'avait pas été là, n'avait pas existé.
Il dit oui, j'ai réuni le Conseil de sécurité, nous avons arrêté les mesures suivantes, etc. À la minute même où il a dit ça, je me suis dit, là, mon vieux, tu vas voir ce qui va arriver. Voilà. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parce qu'une semaine plus tard, il y a les cérémonies commémoratives de la libération de Paris. Et là, Mitterrand fait un affront à Balladur, puisqu'il dit à Chirac, vous m'aviez proposé de me faire voir le livre d'or de Paris. Chirac très emmerdé, étant donné qu'il n'y avait pas de livre d'or. Bon. Et puis, il dit, ah oui, monsieur le président, les voilà partis tous les deux à l'intérieur de l'hôtel de ville, tout le monde reste dehors, y compris Balladur, pendant 20 minutes, comme des oiseaux. Bon, très bien. Et puis Mitterrand revient. Donc c'était la première manifestation, il y en a eu d'autres. Ça lui a coûté peut-être l'élection présidentielle. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, Mitterrand l'a pris dans le pif. Et d'ailleurs, c'était visible, puisqu'il a demandé à un certain nombre de ses proches de participer à la campagne de Jacques Chirac. Ouais. On a bien vu. Les gens du comité de Mitterrand, etc., en commençant par Frédéric Mitterrand et bien d'autres. Et n'oubliez pas, 17h, vous serez informés avec Philippe Corbet. C'est la suite des grosses têtes de l'été en compagnie de Charles Pasqua, l'invité d'honneur du 8 décembre dernier. La honte de l'invité d'honneur. Alors, monsieur le sénateur, vous avez honte de quelque chose, vous ? Honte, n'exagérons rien non plus, n'est-ce pas ? Disons une certaine surprise et puis un regret. Quand j'ai écrit mon bouquin, là, j'ai envoyé les pages du manuscrit concernant la Corse à un de mes cousins. Alors il les a lus. Et puis, à la fin de ce chapitre, il y a une anecdote concernant une chanson qui existe en Corse à la gloire d'un chien de sanglier qui était très courageux. Et c'est une histoire vraie d'ailleurs, à tel point que, bien après avoir été éventré, il est reparti encore 2 fois à l'attaque du sanglier, et il est mort. Et alors, il y a une complainte comme ça, il y a une chanson, et donc je dis, et ainsi est mort ce chien. Je donne le nom du chien. Et mon cousin me téléphone, et il me dit, c'est pas mal, mais tu aurais pas dû faire ça. J'ai dit quoi? Il me dit, tu n'aurais pas dû donner le nom du chien, parce que chez nous on ne donne pas. On ne donne pas le nom des gens. Et donc, dans le livre, j'ai changé le nom du chien. Ah bon? Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas une balance. Voilà. C'était pas le chien du commissaire, c'était un chien. Non. Donc ce chien est un symbole de courage et de bravoure. Oui. C'était d'ailleurs une autre petite histoire, parce que j'étais allé en Corse, en ma qualité de ministre de l'Intérieur, dans le cadre de l'aménagement du territoire, et le soir, j'avais été invité dans une propriété, dans une ferme, une 20aine de kilomètres d'Ajaccio, et j'avais dit au préfet, venez avec moi, et on était partis avec une seule voiture d'escorte. Les gens se disaient, où est-ce qu'ils vont? On était allés dans cette ferme, et on nous avait préparé une réunion très amicale, très chaleureuse. La moitié des gens qui étaient là, d'ailleurs, étaient des nationalistes ou très proches d'eux. On avait bamboché, etc. Et le préfet était venu me voir. À un certain moment, il m'avait dit, j'ai rencontré un garçon extrêmement intéressant, et c'est amusant parce que il a une grande culture, il est licencié à ces lettres, et il vient de décider de se faire berger. Il avait été, et pendant 4 ans, il n'était pas disponible. Alors il me dit, est-ce que vous savez pourquoi? J'ai dit oui. Il me dit, ah bon? J'ai dit oui, il était en prison pour plasticage. Alors le préfet m'a regardé et il s'est dit, mais où est-ce que je suis tombé? C'est le cas de le dire. Mais ce garçon, je dois la vérité de dire qu'il s'était bien reconverti. Oui, c'était pas Colonna. Non. Qui a dit « J'ai été longtemps un jeune conformiste et sans doute formiste était-il de trop ?» Un politique C'est un politique que Charles Pasqua connaît bien, même s'il ne partage pas toutes ses idées.
Jacques Chirac. C'est un homme de gauche. De gauche. On ne sait pas exactement, oui. Bayrou. C'est Bayrou, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est François Bayrou. Bah, puisque vous parlez aux ânes. Mais encore, c'est pas ceux qui comprennent. Oui, mais ça, je ne parle pas le béarnais. Mais à vrai dire, à défaut de ne pas parler le béarnais, je parle le provençal. Et c'est assez proche, finalement. C'est la Languedoc. Ah bah oui. Tout ça, c'est la Languedoc. Vous êtes toujours un fanat de l'huile d'olive? Ah oui, bien entendu. Bah moi aussi. Évidemment. Là, on vient de la récolter, la nouvelle, là. Moi, en tous les cas, j'ai une certitude. C'est que je suis descendant de peuples qui ont vécu en Méditerranée pendant des millénaires. Pourquoi est-ce que j'ai cette certitude? Les Phéniciens? Non, je vais vous faire une révélation. Après tout, il faut bien qu'il y en ait une au cours de cette émission. J'ai une anomalie dans ma formule sanguine. Et cette anomalie, c'est la signature des peuples qui, depuis des millénaires et des millénaires, n'ont jamais quitté la Méditerranée. Ça s'appelle la thalassémie. J'ai beaucoup plus de globules rouges que la moyenne. Je dois avoir 2 millions de globules rouges, ou 1,5 million de plus. Un petit peu plus petit. Mais donc, c'est la signature. Les gens qui sont toujours restés en Méditerranée. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Et voilà pourquoi je suis tenté d'utiliser de toutes les manières possibles l'huile d'olive. Ouais. Bah, c'est la meilleure. Hein. Oui. Mais c'est drôle qu'avec autant de globules rouges, vous ne soyez pas allé davantage à gauche. L'huile d'olive, c'est bien, moi, pour tout. Moi, j'ai essayé de faire des bains d'huile d'olive. J'ai mis 7 jours à sortir de la baignoire. Mais tu en mets partout. Oui, non, mais c'est parce qu'il glisse. Mais oui. Nous terminons rituellement par une bonne histoire. Enfin, c'est vous qui direz si elle est bonne. L'histoire du jour, envoyée par Madame Jamin de Mulsanne. Nous ne l'avons pas choisie au hasard et c'est Jean-Jacques Perroni qui va la raconter. Alors, évidemment, l'histoire se passe en Corse. Qu'est-ce que tu peux être feignant, dit un gars à un autre. Tu passes toute la sainte journée à dormir. Comment veux-tu gagner ta vie? Je comprends bien que le travail te répugne. Mais tu pourrais au moins fonder une famille, avoir des enfants qui travailleraient à ta place. Est-ce que c'est tellement difficile? Non, non, dit l'autre. T'as raison. Tu ne sais pas où je pourrais trouver une femme déjà enceinte? Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. René Dosière s'est donné pour mission le contrôle de toutes les dépenses de l'Élysée. Un vrai parlementaire d'investigation qui lésine sur les frais de bouche mais pas sur les révélations. Ainsi avons-nous appris que le président coûtait plus cher aux Français que leur reine aux Anglais, que Dosière avait lui-même souhaité augmenter les émoluments de Nicolas Sarkozy, qu'une fois retiré du pouvoir, un ancien chef d'État entraînait encore une dépense d'1 million d'euros par an, qu'il avait, lui, Dosière, chipoté sur l'usage que Cécilia faisait de sa carte bleue, qu'on consommait moins de bière à l'Élysée avec Sarkozy que sous Chirac, mais qu'il trouvait normal que l'on subventionne le salon de coiffure, le restaurant et la buvette de l'Assemblée nationale. À la fin de la conversation, nous sommes à peu près tombés d'accord sur le fait que l'intégrité des politiciens serait encore plus assurée s'ils bénéficiaient tous d'une fortune personnelle. Asseyez-vous, monsieur le député, et considérez-vous placé, mais pour 5 minutes seulement au départ, en garde à vue. René Dosière, est-ce que la non-utilisation du fort de Bréquenson cet été a fait faire des économies à l'État? Non, parce que de toute façon, on l'entretient même quand il n'a pas de locataire.
Enfin, il y avait moins de personnel que quand le président y réside effectivement. Bon, on peut même pas le dire parce que finalement c'est un secret défense. Ah oui. Donc on ne connaît pas le nombre de personnes qui gardent les résidences présidentielles. Il y a moins d'électricité, moins d'eau quand même. Le président y est venu 2 ou 3 fois, mais par exemple pour recevoir Madame Rice, il n'y a pas couché. Non, pas du tout. Mais vous savez, à Brégançon, la première fois qu'un chef d'État y a dormi, c'était le général de Gaulle. D'abord, le lit était trop petit et puis il y avait plein de moustiques, donc il n'y est jamais revenu. Il faut dire que c'est bien placé, mais pas très gai. Écoutez, on n'a pas de photo de Brégançon parce que là aussi, c'est une sorte de secret défense. Secret défense ou secret dépense? Les deux, vous savez sûr. Boudez-vous les buffets officiels pour ne pas manger les petits fours des contribuables? Oui, et une fois, si vous voulez, quand j'étais à l'Élysée, à la réception du début janvier, avec mes collègues du bureau de l'Assemblée, et le président Jean-Louis Debré, il m'a bien fait remarquer que, compte tenu de mes travaux, je ne pouvais pas m'approcher du buffet, et pourtant, c'était très appétissant. Est-ce qu'on consomme moins de bière à l'Élysée sous Sarkozy que sous Chirac? Écoutez, je ne sais pas. Il paraît qu'on consomme moins de vin. C'est un scandale, parce que je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on reçoit des chefs d'État étrangers, on devrait leur servir de l'eau. Au contraire, je pense que la réputation de la France, c'est de leur servir du vin. La restauration à l'Élysée, c'est un point que je n'ai jamais attaqué. Mais je Même les dépenses de bouche? Ça, c'est à la Maison-Blanche. Non, vous avez mis votre nez dans les dépenses de bouche des Chirac, monsieur Dosière. Oui, mais... Eh oui. Bon, parce que alors me dites pas que vous n'y avez jamais mis votre nez. Non, mais je veux dire, s'agissant de la restauration, je n'ai jamais critiqué. Là, c'est pas la restauration, c'est la République. Oui. De quelle source disposez-vous pour tenir les comptes de la présidence? Eh bien, des réponses que les ministres me font aux questions que je pose, et quand je n'ai pas une bonne réponse, je repose la question en disant: je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu, je vous demande de répondre. Souvent, ces comptes sont opaques et non communiqués. Oui, mais comme on est obligé de répondre aux questions des parlementaires, eh bien, en posant une centaine de questions, en revenant, on arrive à avoir une réponse. On a fini par avoir une réponse. Vous savez, on ne connaissait pas le budget de l'Élysée il y a quelques années. On sait maintenant qu'il est de l'ordre de 100 millions d'euros. Enfin, c'était l'année dernière. Est-ce que le président coûte moins cher aux Français que la reine aux Anglais? Plus cher. Plus cher. Oui, il coûte plus cher. Mais il travaille plus, quand même. Parce que la reine ne fait pas grand-chose. Ça, écoutez, ça, c'est une appréciation. Donne des biscuits à ses chiens, bon. Est-ce qu'il est normal en République de vivre aux frais de la princesse? Écoutez, je pense que quand on travaille pour la République, oui, il faudrait d'ailleurs que le chef de l'État actuel utilise pleinement les moyens que lui offre la République, plutôt que de se faire héberger par des amis, que ce soit sur un bateau ou dans une résidence. Est-ce que Sarkozy touche davantage d'argent que Chirac lorsqu'il cumulait les salaires et les retraites? Alors, oui, je dois dire que j'ai failli... Vous avez voté l'augmentation des émoluments présidentiels? Oui, parce que je la réclamais depuis longtemps et on me l'a refusé toujours. Et cette année, je l'ai voté. J'ai voté l'amendement du gouvernement après avoir retiré celui que j'avais préparé, parce que je trouvais qu'il n'était pas très convenable qu'un député socialiste soit à l'origine de l'augmentation du traitement du président. Alors, on m'a dit que le gouvernement avait aussi un amendement. Je me suis dépêché de retirer le mien. Pourquoi fallait-il augmenter le président? Parce qu'actuellement, le président aujourd'hui se fixait lui-même son salaire et il était de 7 000 euros par mois, c'est-à-dire 3 fois moins que le Premier ministre. Logé et nourri quand même, hein? Oui, mais enfin le Premier ministre aussi quand même. Oui, alors il le nomme et il gagne 3 fois moins que lui. Même moins qu'un secrétaire d'État. C'est pas convenable. Pas convenable. Est-ce que vous regrettez l'incident de la carte bleue de Cécilia? Non, parce que c'est Alors je rappelle quand même que Cécilia, qui venait d'être qui venait de s'installer à l'Élysée, a fait une petite dépense, quelques centaines d'euros au restaurant, je crois. Oui. Elle a payé avec la carte bleue que l'économe de l'Élysée lui avait remise. Et vous, vous avez mis votre nez dans la carte bleue de Cécilia. Oui, parce qu'elle n'avait pas le droit de l'utiliser. Et ça s'est passé pendant que j'étais à une session parlementaire de la francophonie au Gabon. Et alors, quand je suis rentré, d'abord, la journée s'est passée en communication téléphonique avec les médias français. Et quand je suis rentré, le douanier qui voulait me regarder mes bagages m'a dit: vous venez du Gabon, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et je lui ai dit: vous savez, la carte bleue de Cécilia, c'est moi. Très bien. Il m'a souri, il m'a dit: alors passez, allez-y. Donc, vous avez mis en cause cette carte bleue. Elle l'a rendue, d'ailleurs.
mineurs. Oui. Mais en fait, ce que vous mettiez en cause, c'est le statut non officiel de l'épouse du président. Oui, tout à fait, parce qu'elle n'existe pas. Juridiquement, j'entends, bien sûr. Voilà, votre garde à oui est terminée, mais vous n'en êtes pas quitte pour autant, monsieur le député. On continue avec les meilleurs moments d'une année de grosses têtes, d'une saison d'ailleurs, 2008-2009. Le 26 août dernier, Philippe Bouvard recevait le député de l'Aisne, René Dosière. Je pense, monsieur le député, que vous allez apprécier la première citation envoyée par monsieur Aveline de Baillot-l'Évêque, qui a dit « Une commission d'enquête, pour être efficace, ne doit compter que 3 membres, dont 2 absents. » Pierre Dac. Non. Non, attendez, non, je connais ça. Oui, vous devriez. C'est un politique Clémenceau, oui. C'est Clémenceau. Elle a été reprise par Pierre Dac. Mais... 3 membres, dont 2 absents. Oui, vous savez, c'est souvent ce qui se passe à l'Assemblée. Hein. On n'est pas très nombreux. C'est pour ça que c'est pas très compliqué de présider les séances, parce qu'il y a pas 10 personnes en séance. Marqué dans le public, il n'y en a pas plus. Hein. Non. Et quand il est 1h du matin, dans le public, il y a encore moins de monde. Ils se regroupent vers le bas, d'ailleurs, les députés, la nuit. C'est l'impression qu'ils ont peur. Donc ils se regroupent vers le bas, ils ne restent pas à leur banc en haut. C'est pour être plus près du taxi. C'est plus simple et ça facilite, si vous voulez, le compte-rendu pour éviter les erreurs. Parce qu'une fois, dans un débat sur notamment les films pornographiques, il y a un député, Robert-André Vivien d'ailleurs, qui était une grande gueule. Quoi. Eh bien, Robert-André Vivien a dit au ministre, « Monsieur le ministre, il faut durcissez votre sexe. » C'était à Jacques Marette. Qui d'ailleurs, et ça a beaucoup fait rire, mais un peu méchamment, était connu pour ne pas être un monstre de virilité. Mais d'ailleurs, vous savez, les gens du compte-rendu n'ont pas retenu cette formule-là. Ils ont mis « durcissez votre texte ». Il a fallu que Jean-Louis Debré, qui se rappelait de l'anecdote, vérifie auprès des enregistrements sonores pour voir qu'au compte-rendu, on avait atténué la formule. Mais quand on est tout près du ministre, c'est plus simple. Oui, on tient chaud. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ce qu'il m'a paru intéressant de sortir de notre revue de presse. C'est une sonnerie de téléphone, pour l'instant réservée aux habitants de l'Inde, mais qui pourrait venir chez nous. C'est une sonnerie de portable. Vous mettez votre portable sur la table de nuit et si vous entreprenez des ébats amoureux, vous entendez dans différentes langues le mot condom qui est préservatif. Capote. C'est donc le portable qui vous rappelle qu'il convient de prendre certaines Mais comment il sait qu'on fait l'amour, ce portable ? Il le comprend. Oui, enfin, je suppose que... il y a un réglage. Il y a un réglage. Hein. Ah oui, il y a un réglage. C'est un pense-bête, quoi. Oui, c'est un pense-bite, on appelle ça d'ailleurs, là-bas. Un pense-bébête. Question de Madame Beauvais du Mans. Quel homme d'État a dit « J'aurais aimé être Gaulle ». C'est le dernier recours au moment où il y a des difficultés. Giscard, non ? Chirac ? Chirac. Bonne réponse de Mabille, c'est Chirac. Est-ce que vous avez mauvaise conscience, monsieur le député, quand vous bénéficiez personnellement de tarifs préférentiels ou gratuits? Et il y en a pour les parlementaires. Oh, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la SNCF, parce qu'on est amené à se déplacer souvent. Oui, et puis c'est pas mal déjà. Oui, nous aussi. Hein. Et il y a l'avion, 8 déplacements en avion. Oui. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Mais par exemple, la SNCF, c'est seulement quand vous vous rendez dans votre circonscription ou ça peut servir pendant les vacances? Non, la SNCF, c'est une carte annuelle de c'est pas mal, ça. Oui, mais... Et l'avion, ce sont les lignes intérieures ou pour les Maldives, les Bahamas, ça marche aussi? L'avion, si vous voulez, quand on est député à Marseille, on peut prendre l'avion pour venir à Paris. Dans l'Aisne, c'est pas la peine. Dans l'Aisne, il n'y en a pas. Et donc, comme moi, j'ai le droit de prendre, j'ai la possibilité de prendre 8 vols. Non, mais on voyage toujours très bien. Mais vous savez, les parlementaires, je vais vous dire que les parlementaires français ont une situation qui est confortable, mais on ne peut pas dire que 6 000 € par mois brut, enfin 7 000 € brut et soit 5 000 net, ça soit quelque chose c'est complètement imposé maintenant. Il fut un temps où ça ne l'était pas. Vous avez joué un rôle dans ce retour à la normale fiscale? Oui, il était plus légitime qu'on soit imposé parce que... ça a duré très longtemps.
longtemps. Comment hein. voulez-vous? Oui, jusqu'à 1993, parce que, si vous voulez, on voulait imposer les journalistes qui bénéficiaient d'un certain nombre d'avantages fiscaux, et on s'est dit que si nous-mêmes n'étions pas imposés en totalité, on n'arriverait pas à faire disparaître un certain nombre de niches fiscales. Il en reste encore quand même pas mal. Ah, des niches, il y en a les pas niches mal. fiscales, ça fait 70 milliards. Le coup de sang de l'invité d'honneur. Ah, dis donc. Alors, qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous met en colère? Écoutez, moi, ce qui m'agace le plus, c'est naturellement la pipolisation de la vie politique et le comportement du président de la République. On est un peu responsables, nous, hein? Non, c'est eux qui le font. Écoutez, en 1954, M. Bouvard, je veux rajeunir, quand le président Coty est élu, j'ai lu quelque part que c'est vous, jeune journaliste, qui aviez alerté Mme Coty en lui disant que son mari était élu. Et alors, à ce moment-là, vous lui avez posé la question, qu'allez-vous faire ce soir? Elle a répondu, je vais faire une tarte. Eh bien, aujourd'hui, une tarte aux pommes à l'Élysée pour... Aujourd'hui, quand Nicolas Sarkozy est élu président de la République, eh bien, c'est pas une tarte qui se fasse, c'est une réunion au Fouquet sur les Champs-Élysées avec toute la jet set. Bon, le style est différent et je le regrette. Oui, mais je considère c'est le pays tout entier qui a changé. C'est pas seulement le président. Oui, mais la politique doit rester une chose sérieuse et ça ne doit pas, si uniquement vous voulez, une petite tarte chez soi. Hein? Une tarte pour 250, ça fait des petites parts. Hein. Surtout quand on ne sait pas la faire. Non, en fait, si vous voulez, on ne parlait pas de la vie privée des gens, que ce soit des politiques ou des artistes. Et puis aujourd'hui, on ne parle plus que ça. Oui, mais enfin, ils s'affichent eux-mêmes sans retenue. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on dégrade un petit peu la vie politique. De ce point de vue-là, le général de Gaulle était effectivement tout à fait exemplaire. Ne vaut-il mieux pas de temps en temps être un peu complice et montrer réellement des choses plutôt que de se faire voler des photos? Parce que vous savez que c'est le principe. Hein. Si vous ne montrez pas vous-même, on va vous les voler de toute façon. Alors, il y a un moment donné où... Ce n'était pas le cas tellement chez les présidents de la République. On ne volait rien au président de la République. On parle de maintenant. Oui, non, mais même maintenant. Chirac n'est pas si loin. Bon, donc, quand même, il n'a pas disparu depuis un... regarde, voilà bien, tu sais quand même le président qui s'est fait voler une photo. On parlait de Brégançon tout à l'heure, la fameuse... On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Quand tu as des photographes, ils sont tout le temps derrière toi, ta sortie de porte, n'importe où. Tu as 25 photographes, c'est dur de ne pas avoir des photos. Mais oui. C'est ça le problème. Oui, mais cela dit, dans le cas présent... Ne le voudrait-il pas qu'il aurait pas une photo? Je me souviens d'une photo de Pompidou, d'ailleurs toujours à cause du fort de Brégançon, dans un bateau qui était un geekouage, enfin un bateau. On avait fait une publicité. Voilà, je me souviens très bien de ça. Non, mais c'est très rare. C'est des choses uniques, quasiment. Non, mais attendez, ça a valu une menace de procès de la part du président. Bien sûr. Parce qu'une firme de bateaux s'était servie de ce cliché qui était totalement privé. Oui, nous sommes bien d'accord. Sous la royauté, il n'y avait pas de séparation entre la vie publique et la vie privée. Mais il n'y avait pas de photos. Les gens assistaient au lever, au manger, au coucher, voire à d'autres choses, au et même aux gros besoins. Bien. Eh bien, la République, c'est la séparation de la sphère publique et de la sphère privée. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir tant de photos que ça que d'avoir, par exemple, une fille naturelle qu'on cache pendant 14 ou 15 ou 16 ans. Aux frais du contribuable. Aux frais du contribuable, d'ailleurs, et qu'un jour, on dit, allez, vous pouvez prendre la photo, allez-y, c'est ma fille. Alors, aux frais du contribuable, c'est tout à fait discutable, et c'est parce qu'il n'y avait aucune transparence sur le budget de l'Élysée. C'est le combat que j'ai mené et qui progresse. Donc, à l'avenir, on ne pourra plus utiliser les dépenses publiques justement pour des affaires privées. Enfin, j'espère qu'on le fera en tout cas de moins en moins. Pour le reste, si vous voulez, le comportement privé des gens, quand même, ça les regarde, toujours, monsieur le député, il n'est pas nécessaire de le mettre sur la place publique. Il y a toujours des logements de fonction qui sont à la disposition des amis et de la famille. Vous n'allez pas les supprimer quand même. Ce serait trop cruel. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. 21 juillet 1969 et puis aussi le 26 août 2000, c'était l'année dernière, 2008. Philippe Bouvard recevait Bernard Mabille, Jean Amadou, Vincent Perrault, Éric Legérias, Pierre Bellemare et aussi le député de l'Aisne, René Dosière. Naturellement, c'est un sujet qui intéresse tous les amateurs d'anecdotes, mais aussi les citoyens qui sont également des contribuables et donc qui financent le train de vie de l'État. Hein. Ah bien sûr. Vous savez, on ne savait pas combien coûtait la présidence. Je crois que quand il s'agit de l'impôt l'impôt des Français, suffisamment lourd d'ailleurs pour qu'au moins ils sachent comment cet argent est utilisé. La transparence, c'est le début du contrôle. Et puis à partir. Est-ce que ça change quelque chose
chose que l'Élysée aujourd'hui paie directement les fonctionnaires, souvent issus des ministères et mis à sa disposition? On saura combien il y en a, parce que, vous savez... Il paraît qu'il y a 1000 personnes qui travaillent à l'Élysée. Il y en a un petit peu plus de 1000, mais ils en ont encore retrouvé. Moi, j'ai une lettre de la directrice de cabinet du président actuel, là, au mois de novembre, qui m'a dit, attendez, il n'y a pas 900 personnes, il y en a 1000, parce qu'on a retrouvé une centaine de personnes qu'on ne connaissait pas. Qui étaient dans les étages supérieurs et qui dormaient peut-être? Non. Je ne sais pas. Alors... Est-ce que les gens qui s'occupent des propriétés du président de la République sont payés par l'Élysée aussi? Par exemple, les gens qui sont à Brégançon ou Alors non, si vous voulez, à l'Élysée, on a en gros 1000 à 1100 personnes, et là-dessus, il y en a près de 900 qui sont payés par les ministères, mis à disposition par les ministères, et qui continuent à être payés par les ministères. Il y a un château qui doit coûter très cher, c'est le château de Visil, à côté de Grenoble, résidence du président de la République. Le dernier qui y est allé, c'est Lebrun, donc ça remonte pas quand même à hier. Et c'est un château qui doit être entretenu avec... Je crois que Visil ne fait plus partie du domaine. Non, M. Amadou, je suis désolé de vous contredire. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai visité le château de Visil, qui est maintenant un musée de la Révolution française. Le dernier président à y être allé, c'est René Coty. Il y a des photos là. Mais il y avait un parc qui était remarquable. Ce château, finalement, était très bien, quoi. Et puis on y faisait la truite au bleu. Alors, il reste quand même Rambouillet. Il y a Souzy Labriche. Oui, mais Souzy Labriche, c'est le Premier ministre qui y va depuis qu'on lui a pris la lanterne. Oui, mais il paraît que ça lui plaît pas beaucoup et qu'il n'y retourne plus. Il n'est jamais retourné. C'est loin en plus. Par contre, à la lanterne qui est à Versailles, et qui était réservée au Premier ministre, le président, lui, il va souvent. Là, il aime bien. Bon, c'est agréable aussi. Une question personnelle, Monsieur Dosière. Pourquoi avez-vous été exclu d'un lycée d'abord, d'un ciné-club ensuite, du Parti socialiste plus tard, et enfin de la commission de vérification des comptes? Je dois avoir un petit côté anarchiste. Vous savez, j'aime beaucoup Charles Péguy, qui était un peu, là aussi, irréductible. Et donc, j'ai été exclu au lycée, tout simplement, parce que quand j'avais 15 ans, et c'était la grande époque de Yul Brynner, et donc je me suis fait complètement raser. Et alors, quand je suis arrivé au lycée, ça a suscité l'émoi de tous les garçons qui défilaient pour voir ce type qui était le crâne rasé. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, quand même. Non, mais le proviseur a trouvé que ça faisait un trouble. C'est pas parce que vous avez perdu vos cheveux que vous avez perdu votre carte du Parti socialiste. Non, ça c'était beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? La carte du Parti socialiste, c'est tout simplement parce que j'ai été victime de règlement de compte, et donc le parti ne m'avait pas désigné officiellement pour être candidat. Alors j'ai considéré que c'était aux électeurs à décider, donc je me suis présenté en candidat dissident, et les électeurs et viré du ont préféré ciné-club, me faire confiance. Pourquoi le ciné-club? Vous avez projeté gorge profonde à un public de mineurs, non? Non, mais là, j'ai pas été viré du ciné-club, j'étais viré du lycée parce que je m'occupais du ciné-club, j'avais 17 ans, et j'ai séché un cours de maths quand j'étais en philo pour aller accueillir l'animateur. Il se trouve qu'on était 10 en philo cette année-là, et au cours de maths, on a été 9 à avoir la même idée, c'est-à-dire de sécher le cours. Donc il n'y a plus personne dans le prof n'a pas accepté, et donc je suis passé dans le lot, et le proviseur m'a dit, Dosière, non, c'est bien, mais vous pouvez pas continuer comme ça. Alors on m'a exclu quelques jours du lycée. C'était la deuxième fois. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Alors, vous êtes l'élu d'un département que Vincent Perrault aime beaucoup, qui est l'Aisne. Et... j'extrapole, mais à peine. Bien sûr. Avec le Bas-Rhin aussi, que j'aime pas mal. Et si vous êtes venu ici pour vous changer les idées, c'est raté, parce que je vais vous faire entendre une confidence que nous avait faite ici même Jean-Louis Debré. C'était un souvenir du perchoir quand il l'occupait. Oui, je me souviens, c'était un jour où il y avait une séance un peu animée, et j'ai l'habitude, quand j'étais au perchoir, d'enlever mes chaussures. Et l'atmosphère devenait de plus en plus terrible, il s'invectivait partout, et tout d'un coup je dis, je sais pas pourquoi, allez, la séance est suspendue, et je sors. Et au moment où je me lève, j'avais oublié mes chaussures. Alors je me suis rassis, personne ne comprenait, j'ai dit la séance est reprise. On a cru que c'était très habile comme pour détendre l'atmosphère. Il a été un bon président, Jean-Louis Debré. L'opposition l'aimait bien.
Ah, tout à fait. Ouais. Il avait surtout le respect de l'opposition. Il considérait qu'un président de l'Assemblée doit d'abord protéger son opposition. Donc on l'aimait bien. Mais quand j'ai présidé les séances, je n'ai pas eu, moi, la même aventure que lui. Non. Ah, vous avez été... Vous étiez... J'ai été pendant 2 ans vice-président. Vice-président. Oui. Alors, c'était les séances de nuit qu'on vous refilait, non? Oh ben, non, on choisit, on doit obligatoirement prendre des séances du matin, de l'après-midi et de nuit. Ah oui. Et depuis le lundi jusqu'au vendredi. Naturellement, les séances du vendredi, elles sont plus faciles à obtenir. On se pousse pas. C'est le président qui choisit, qui prend de toute façon, lui, les questions au gouvernement. Alors, les questions au gouvernement, c'est toujours le président. Pour le reste, si vous voulez, les séances se répartissent selon le président. Oui, mais c'est moins intéressant parce que la télé n'est pas là, quoi. Oui, mais c'est pas le président qu'on filme, vous savez, quand il y a la télé. Donc, ah non, mais vous regardez sûrement les séances de questions au gouvernement. Moi, je regarde même la chaîne parlementaire. C'est moi qui la regarde. Je ne cherchez plus. Hein. Et là, tout est filmé. C'est moi qui la regarde. Alors, tout est filmé. On voit naturellement l'hémicycle. Et puis, au moment où le député de service pose sa question, la caméra focalise sur lui et... Tout à côté de lui, il y a ceux qui cherchent le créneau, qui ne vont pas intervenir, mais qui veulent montrer à leurs électeurs qu'ils sont là. Oui, il y a les députés qui changent de place parce qu'ils savent qui va poser la question, et donc on retrouve toujours le même à côté de celui qui pose la question. Mais bon, je ne sais pas si ça plaît beaucoup aux électeurs, mais bon. Est-ce qu'il était important de savoir combien coûte le salon de coiffure de l'Assemblée nationale? Écoutez, moi j'ai essayé, étant à l'Assemblée, de faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence sur le salon. Parce que c'est pas cher, j'ai vu la coupe à 20 €, c'est pas cher. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai que chez vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, mais c'est vous savez, à Laon, dans le quartier populaire où je vais chez le coiffeur, eh bien, ça me coûte 15 €. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est, comme vous le dites, c'est assez Ils ont rapide. fermé le bureau de tabac, c'est bien ça, il a fermé le bureau de tabac et ils ont agrandi le salon de coiffure. Et Santini a dit, ça tombe bien, c'est formidable pour moi je suis chauve et je fume. Donc, est-ce que le restaurant et la buvette sont également subventionnés? Oui, bien sûr. Oui. Mais sinon, je ne vois pas comment on pourrait inviter ceux et tous nos électeurs quand on les invite au restaurant. Ça coûte pas cher en plus, le restaurant? Le restaurant, ça coûte, ça fait quand même un prix de l'ordre de 25 à 30 €. Oui, mais c'est bon. Copieux, oui, mais on a généralement des invités, donc on ne les fait pas payer quand même. Donc il faut quand même... Est-ce que vous savez combien Chirac paie de loyer à la famille Hariri? Non. Vous n'avez pas essayé, ça, c'est pas de... Non, je sais combien il coûte à l'État, parce que... alors, est-ce que le statut des anciens présidents se révèle un peu trop onéreux? Alors, il n'y a pas de statut des anciens présidents, il y a simplement une lettre du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, en février 1985, qui fixe pour, à l'époque, M. Giscard d'Estaing, ce que l'État va attribuer à un ancien président de la République. Donc, c'est la même chose qui s'applique à Jacques Chirac. Il y a donc des agents de sécurité, il y a une voiture, il y a un chauffeur, il y a un secrétariat, il y a des bureaux. Pas l'appartement. Il y a des bureaux, il y a 7 collaborateurs. Bref, ça coûte tout ça environ 1 million €. Oui. Par an et par président. Par an et par président. C'est censé durer combien de temps? Mais il a une retraite en plus. Autant que vit le président. Moi, je pensais qu'au bout de 10 ans, on les avait un peu oubliés. Non. Le président a une retraite, mais ça date de 1955. C'est même d'ailleurs la seule chose qui soit, j'allais dire, officielle, parce que ce dont je vous parle, là, cette lettre n'a jamais été publiée nulle part. Par contre, depuis 1955, un ancien président de la République a une retraite officielle qui est en gros celle d'un conseiller d'État, c'est-à-dire de l'ordre de 6 000 € par mois. Je comprends qu'il puisse pas mais payer que Chirac cumule avec celle d'anciens députés, celle d'ancien président de conseil général, celle d'ancien président il a de ministre et tout ça. Il cumule de nombreuses retraites, Chirac. Alors, il n'a pas de retraite de ministre, mais il a été conseiller à la Cour des comptes. Enfin, il n'a pas beaucoup exercé, mais enfin, il a quand même cotisé, donc il a une retraite. Député il a été député pendant quelques années. Sarkozy ne touche pas de retraite, faut quand même le dire. Mais il est un peu trop jeune quand même. Il est trop jeune. Et d'ailleurs là, alors est-ce que, si vous voulez, c'est une question d'éthique générale, est-ce que le président doit prendre ses vacances aux frais du contribuable ou se faire héberger par des amis?
Écoutez, le président doit être pris en charge par la République et puis il ne doit surtout pas être redevable à qui que ce soit, je dirais, d'un avantage quelconque. Parce que quand on... Il ne doit pas se laisser inviter. Il peut se faire inviter par un chef d'État étranger. Parce que c'est pas cohérent, vous comprenez. Vous dites d'un côté, il ne faut pas que le président coûte trop cher aux contribuables, et de l'autre côté, quand le président trouve le moyen de ne pas dépenser d'argent, vous ne trouvez pas ça convenable? Je trouve qu'il n'est pas convenable que le responsable de l'État français soit pris en charge par des étrangers ou par des amis privés. Je pense que l'État doit être en mesure. Il doit disposer soit de la ressource suffisante pour payer lui-même ses vacances, soit à ce moment-là utiliser les logements que la République met à sa disposition. Ou dans sa famille, comme ça a été le cas. Il peut aller dans sa famille quand même. Ou alors tout à fait dans sa famille, bien sûr. Ou dans sa belle famille. Voilà, je faisais allusion à ça, oui. Surtout s'ils n'ont pas juste un pavillon en banlieue à Montceau-les-Mines, c'est plus sympa, quoi. Oui. Parce que Montceau-les-Mines, c'est quand même loin de la mer. Ah oui. Mais quelle belle plage. Ah oui. Joli port de pêche. Souvenir du 26 août dernier, Philippe Bouvard avait invité le député de l'Aisne, René Dosière. Alors, est-ce que vous avez été les uns et les autres déjà invités à un buffet ou à un repas à l'Élysée? Non, à l'Élysée, non. À l'Élysée, non. Moi, j'ai été invité une fois. Oui. Un buffet, oui. Moi, un repas. Ils sont bien, les buffets qu'ils font dans les grandes salles de l'Élysée, c'est formidable. Ça. Oui. Moi, j'y vais toujours, je bouffe beaucoup parce que j'essaie de rattraper une partie de mes impôts, mais on n'arrive pas à bouffer assez. De toute façon, non. Surtout si on n'y va qu'une fois par an, on risque Vous savez l'indigestion. je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi, j'ai dîné une fois avec 400 autres personnes, je ne sais pas, enfin, c'était considérable, le nombre de convives, mais ce qui m'a frappé, c'est que l'on sert à la française, ce qui est assez logique, et servir à la française, ça veut dire qu'on se découpe sa part. Quand on vous amène le gigot, c'est le gigot entier. Tu te fais ta tranche, ta petite tranche. Il y avait 400 gigots? Non. Oui, non, mais c'est très curieux. Non, ça part des tu t'en payes une tranche. C'est le service. Oui, mais c'est très périlleux, très très périlleux. Monsieur Bellemare, quand moi j'ai été invité par le président Chirac avec le bureau de l'Assemblée, donc on était une vingtaine de personnes, dont on nous a servi. La viande était déjà découpée. À l'anglaise. Moi non. Tu vois pas la tête de veau, il t'amène le veau entier. Mais ce n'était pas sous M. Chirac, c'était sous M. Mitterrand que j'ai été invité. Les huîtres, il faut que tu les ouvres? Oui, mais le protocole était le même. Oui, je suppose que le protocole est le même. C'était récit d'un repas à la fois sous Mitterrand et sur la table. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un orchestre qui joue pendant le repas. Ah, pas toujours. Et c'était mon cas aussi. Ah, oui. Et c'est la garde parce que vous avez dansé peut-être après, non? Non, mais c'est la garde républicaine qui joue en sourdine. C'est la garde républicaine. Non, mais parce que c'est des cuivres. C'est pas les Derman qui se met au piano. Non, mais c'est pas ça, mais c'est bruyant. C'est bruyant. Ah bah oui, il y avait un merveilleux des Saintes sans paix qui représentait un banquet dans la Galerie des Glaces. Alors, donc il en avait dessiné des personnages. On sentait que c'était le grand repas officiel avec des chefs d'État. Et il y avait le cuisinier qui sortait des cuisines et qui faisait « Alors, c'était bon ?» À propos de cuisinier, nous avons ici eu comme invité d'honneur, voilà quelques mois, un ancien cuisinier de l'Élysée, Francis Loiget, qui nous a raconté les rapports de Valéry Giscard d'Estaing et de la tarte aux pommes. Ça a toujours été une énigme de Giscard qui m'a tenu pendant au moins 3 ans, parce que les tartes aux pommes, je savais pas faire des tartes. Il fallait que je me recycle et même à la fin, il fallait que je changeais de pâtissier. Vu le travail qu'on faisait, je m'embêtais pour une tarte aux pommes. C'est l'intendant vient, il dit « Francis, ta tarte aux pommes, ça n'a pas été du tout. Le président m'a dit qu'il a eu honte devant Sa Majesté le roi du Maroc. » Non, alors, oh là, quand on lui dit ça, après j'ai fait une tarte traditionnelle, ça allait pas. Bon, il sait pas faire une tarte, après il faudra qu'il se recycle, après il faudra qu'il change de pâtissier. Alors là, j'avais demandé un rendez-vous avec le président. Ah, vous l'avez vu? Non. Et ensuite, quand j'ai fait le mariage, il m'a demandé de faire son gâteau de pièces montées pour sa fille. Je lui ai dit, tiens, je suis quand même pas si mauvais que ça, quand même. Après, ce jour-là, on a fait la noce, enfin le repas, et il m'a appelé dans la salle à manger pour me féliciter de la pièce montée et tout. C'était le samedi. Le lundi, l'intendant va aux ordres, il redescend. Il me fait les félicitations, il fait des choses formidables, le pâtissier très bien, il fait des choses formidables, mais il sait pas faire une tarte aux pommes.
C'est tout un art de faire une tarte Ça aux lui pommes. était resté en travers de la gorge. Hein. Alors j'imagine que selon le président, selon ses goûts en matière de gastronomie, les menus changent et peut-être les dépenses évoluent-elles dans un sens ou dans l'autre aussi. Oui, heureusement, les cuisiniers de l'Élysée, quand ils partent en retraite, écrivent leurs souvenirs, et donc plusieurs l'ont fait, et c'est comme ça qu'on arrive à connaître un peu quelques-uns des secrets de l'Élysée. Par exemple, Giscard d'Estaing, quand il est arrivé, est quand même allé aux cuisines en disant « je ne veux plus du tout de rose sur les gâteaux hein, », parce que le rose est, ah bah oui, rose c'est était l'emblème socialiste. Bah oui. Oui. C'est la seule fois, je crois, qu'il est descendu aux cuisines. Oui, c'est c'était normal. pas le genre. C'est normal qu'un président fasse confectionner par le pâtissier de l'Élysée la pièce montée pour le mariage de sa fille? Non, l'une des difficultés, c'est que jusqu'à présent, comme d'ailleurs le président n'avait pas de traitement et qu'il le fixait lui-même sur sa dotation, il n'y a pas de séparation entre ce qui est public et ce qui est privé. Et ça a existé depuis toujours. Bah, vous savez Est-ce qu'il est vrai que le général de Gaulle, lui, payait sur sa bourse les repas pris par sa famille? Oui, c'est ce qu'on raconte. Et moi qui ai commencé ma vie politique comme anti-gaulliste, en quelque sorte, plus je vieillis, plus je deviens gaulliste, parce que c'est finalement le président qui a été le plus économe le respect, de tous les présidents de la cinquième, en tout cas. de la cinquième République. Poincaré faisait son courrier personnel à côté du courrier de l'Élysée. Il timbrait les lettres. présidents ne s'enrichissent pas tous. Là, vous avez remarqué quand même que à la déclaration de patrimoine qui a suivi son départ de l'Élysée, on s'est aperçu que Chirac était moins riche après qu'avant. Oui, c'est d'ailleurs un peu étonnant. Je me suis interrogé d'ailleurs là-dessus parce que, bon, il était un peu moins riche parce qu'il avait vendu à sa fille une maison, enfin un immeuble. Ceci dit, il avait quand même touché plusieurs millions d'euros de traitement pendant qu'il était à l'Élysée, alors qu'il était pris en charge totalement. Oui, il n'y a pas beaucoup de dépenses. Et il n'a pas fait beaucoup, fait beaucoup d'économies puisqu'il n'avait même pas pu acheter un appartement pour se loger lui-même. Et sa femme est roulée avec la même 205 rouge depuis 25 ans, la pauvre femme. La pauvre, elle est obligée. Mais ce qui veut dire que la déclaration ce qui veut dire que la déclaration de patrimoine des présidents de la République est la seule déclaration qui est publiée, que tous les hommes politiques doivent faire des déclarations de patrimoine, mais ne sont pas publiées, sauf celle du président de la République. Mais cette déclaration de patrimoine n'est vérifiée par personne, et on constate aussi bien avec la déclaration de patrimoine de Jacques Chirac qu'avec celle d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, qui n'est plus d'actualité puisqu'il l'a faite quand il était en communauté. Maintenant, c'est une autre communauté, donc sa déclaration de patrimoine n'est pas vérifiée par personne, donc ça ne veut strictement rien dire. En même temps, après tout, le patrimoine d'un président, on s'en fout pas un peu de savoir ce qu'il a. On peut savoir ce qu'il a pour savoir ce qu'il a après. Oui, parce que l'idée sur le patrimoine, c'est qu'on a décidé qu'il fallait faire une déclaration avant, puis une déclaration après, à la fin, pour savoir si entre-temps c'était enrichi. Le problème, c'est que quand vous faites votre déclaration, à la fin, non seulement vous pouvez raconter tout ce qu'il faut faire la déclaration. Si vous ne faites pas la déclaration, vous êtes rendu inéligible. Mais si vous faites votre déclaration, vous pouvez raconter n'importe quoi. Et là, il n'y a pas de vérification. Si, il y a une vérification par une commission, mais on ne peut rien y faire. Par exemple, Gaston Floss avait fait une fausse déclaration, ce que j'appelle une flosse déclaration, et il est allé en justice. La commission l'a traîné en justice parce que c'était un cas unique. Et là, la justice a dit oui, ok, sa déclaration n'est pas exacte, mais finalement, comme c'est pour lui, il n'y a pas de préjudice et la loi n'a pas prévu de sanction. Autrement dit, les déclarations de patrimoine que font les gens ne servent strictement à rien, ce qui fait qu'on peut voter de temps en temps beaucoup de lois. Il ne faut pas s'inquiéter qu'il y ait trop de lois, puisque de toute façon, elles ne sont pas applicables. Sur RTL, la suite des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. Madame Pleine de Grâce demande qu'offrait Anémone Giscard d'Estaing aux Français qui la recevaient à dîner avec son époux. C'est surtout les Français qui lui offraient à manger. Oui, mais alors eux, ils faisaient un petit cadeau. Un petit geste, une bouteille de vin, une photo dédicacée. Une photo dédicacée? Non. Quelque chose qui était plus personnel. Une culotte. Non. Et que Madame Giscard d'Estaing avait préparé elle-même. Un petit gâteau, une entrée. Non. Des œufs brouillés. Des sucettes. Ah bah non. L'apéritif. Non. Les berlingots. Alors touchez les berlingots. Une sucrerie. Alors, si on veut, oui. Des meringues. Et d'ailleurs, ça trônait à la place d'honneur de la famille des confitures. Les confitures d'Anémone. Oui, les vieilles prunes d'Anémone, on appelait ça. Bonne réponse d'Éric Logérias.
Question de Monsieur Legrand. Qui fut le dernier président du Conseil de la 4e République? De Gaulle. De Gaulle. Bonne réponse de Jean Amadou. Question de Monsieur Poupard. Par quel moyen le préfet Lépine et le président du Conseil Aristide Briand se rendirent-ils de l'Élysée à la gare Saint-Lazare le 25 janvier 1910? À pied. En train? Non. En bateau, c'était les En inondations. bateau, il y avait une inhumation. Oui. Bonne réponse d'un témoin de l'époque, Jean Amadou. Oui, t'es avantagé, Jean. Question de Monsieur Moza. Dans le film de Michel Audiard, le drapeau noir flotte sur la marmite. Ah. Quel est le nom du personnage incarné par Jean Gabin? Oh merde, Carmé. Carmé. Parce que c'est Jean Gabin qui a le rôle Carmé. principal. Clémenceau? Oh là là, je sais plus du tout ça. Ah, pourtant, c'est un nom qui figure toujours dans l'histoire contemporaine. C'est un nom historique. C'est un nom alors, politique. c'est un personnage Oui. Napoléon? Non, pas de chez nous. Ah, pas de chez nous. Bismarck, Churchill? allemand. Churchill? Non. Mais il était à Yalta, hein. Ah, il était à Staline, Hitler. C'est Staline. Staline. Ah, vous vous souveniez pas, Vincent Non, je me souvenais Perrault. pas du tout. Heureusement, Éric Logérias était là. Ouais. Staline. Merci Eric. T'en prie, c'est un bonheur. Y a pas de mal. Question de Monsieur Mignon. Pendant son séjour à l'Élysée, quelle activité Émile Loubet continua-t-il à exercer? Professionnel? La serrurerie? Oui, alors bon, une petite Loisir. activité annexe, non. La plomberie? Qui lui rapportait un petit peu d'argent, mais pas grand-chose. Le jardinage. Non. Il était avocat, Oui, mais alors ça, il avait abandonné, son ça. cabinet La reliure. d'avocat. En revanche, comme c'était un provincial... La cuisine. Ah, il faisait des bêtises de Cambrai? Non. Il cultivait son Il était de potager. Montélimar, il ne pouvait pas faire Alors, des il ne bêtises. vendait pas ce Du qu'il nougat, du poussait miel, dans son de potager, l'apiculture. mais presque. Du Il miel. vendait... Du miel? Des fruits? Non. C'est confiture avec animaux. Je regardais les vieilles prunes de mille Des légumes, il vendait des légumes. Des Non. cornichons. De l'engrais. Non. C'était un petit peu plus noble. Hein. Du crottin de cheval. Non. Du guano. Non. C'était des vignes. Ça venait des vignes, non? Oui. Ah, du vin. Son vin. Il vendait son vin. Exactement. Mais bon, quelques bouteilles réservées aux amis et aux connaisseurs. Hein. Bonne réponse de Jean Amadou. Non, parce que moi, j'ai proposé avec mon ami Borloo j'ai proposé avec Borloo que dorénavant, tous les toilettes des ministères pour le développement durable, ce soit des toilettes chimiques et que on récupère toute la merde pour faire de l'engrais, voyez, du guano, du guano ministériel, on appelle ça. Oui, en voyez, tout cas, il y a beaucoup de monde pour la remuer. Oui, hein. ça, oui. Question de Monsieur Rondet. Qu'est-il interdit de faire pendant les conseils des ministres? De prendre des notes. De prendre des notes, exactement. Bonne réponse de Logérias. Question de Monsieur Germain. Dans l'argot de la police et de la gendarmerie, que sont les pots de fleurs? Des indicateurs? Ah, ce sont des ceux guetteurs qui gardent les résidences. Exactement. Par exemple, il y en a deux actuellement à l'appartement de M. Chirac. Ah oui, exactement. Ce sont les gardes qui... gardes statiques, oui. Les gardes statiques. Très bien, bien emmerdant. Ils ont droit à une guérite, mais c'est tout. même Bonne pas, réponse de René Dosière. Même pas tous, ouais. Devant chez Chirac, il n'y a pas de mérite. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Pour quelle raison Alain Krivine dut-il obtenir une dispense du Conseil constitutionnel pour se présenter à l'élection présidentielle de 1969? Il était pas militaire, français. il faisait son service Il militaire. faisait son C'était service d'ailleurs une militaire. première. Bonne réponse de René Dosière. Ah, ça fuse. Question de Monsieur Gentil. Pourquoi doit-il toujours y avoir une bougie à proximité de la table d'un conseil municipal? Au cas où il y a une panne d'électricité. Au cas où il y a une panne d'électricité. Pour pas qu'on puisse tricher, pour qu'on puisse Exactement. critiquer. Bonne réponse de Logérias. Ça quand il y a vote, non? Question de Monsieur Lucas. Pourquoi Georges Clémenceau fut-il emprisonné à l'âge de 22 ans? Vas-y, Jean, vas-y. Vas-y, Jean. Vas-y, t'as partagé la cellule avec lui. Allez. Il s'en souvient encore des oranges que tu lui as envoyées, Georges. C'était à 22 ans. 22 ans, il était maire de Montmartre. Non, il faisait des études à l'époque, c'est un problème. Parce qu'il s'occupait du ciné-club et il a peut-être été... Je vous rappelle que celui qui l'a fait emprisonner, c'était Louis-Napoléon Bonaparte. Oui. Hein. Ah, il l'avait maltraité. Non, c'était parce qu'il était opposant à Il était l'époque. Oui, mais il avait fait un geste symbolique qui avait déplu. Un bras Bras d'honneur. d'honneur. Il avait fait pipi sur le drapeau. Il s'était rendu place de la Bastille et là, il avait fait quelque chose qui était jugé grave. Il a fait popo. Non. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme geste prononcé un déplaisant. discours. Il avait dû insulter Alors, l'empereur. il avait prononcé un discours et proclamé quelque chose à la fin du discours. La République. Il avait proclamé la République et c'était mal vu sous le Second Oui, Empire. c'est bien, oui, un petit Bonne peu. réponse de Jean Amadou.
À 18h, RTL Soir sera présenté par Stéphane Carpentier et Isabelle Choquet. Et là, tout de suite, maintenant, suite et fin des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard, qui recevait le 26 août dernier le député de l'Aisne, René Dosière. Ah, il y a Patrick dans la salle qui voulait vous poser une question. Ce sera la dernière parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Où est-il, Patrick? Patrick voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrick? Je suis agent SNCF. Ah, très bien. Vous êtes en grève, donc? Non. Est-ce que vous êtes dans les TGV? Sinon, Pierre Bellemare aurait un truc à vous dire. Et quelle est la question que vous voulez poser à notre invité? Eh bien, je voulais savoir si la première dame de France percevait un salaire. Non, pas du tout. Elle n'a aucune existence juridique. Donc, les textes ne connaissent pas la première dame de France. On ne connaît que le président de la République. Quand j'ai posé des questions sur les moyens dont disposait Madame Chirac, on m'a toujours répondu les gens de l'Élysée sont à la disposition du président de la République, mais pas de Madame Chirac. Bon, or, pourtant, il y a un secrétariat, bureau et tout. Il faut dire aussi qu'on envoie beaucoup de lettres à la première dame de France. Hein. Elle peut pas répondre à tout le monde toute seule. Elle a un bureau de presse. C'est elle qui attribue des aides financières, qui sont en baisse d'ailleurs. C'est assez curieux pour l'instant. J'espère que ça va réaugmenter. Comme son disque s'est bien vendu, peut-être que ça va augmenter. Il y a quand même une chose très très étrange, c'est qu'elle n'a pas d'existence du temps de son passage à l'Élysée, mais qu'en revanche, une fois qu'elle est partie, elle crée toujours une fondation subventionnée par la Fondation de France, et donc là, elle a une existence officielle. Si vous voulez, on la crée actuellement. Il y a deux types de présidence. Il y a Madame Coty, style Madame Coty ou Madame de Gaulle, bon, on voit bien. Hein. Il y a le style Madame Pompidou, un peu plus culturel, mais en même temps pas d'activité politique. Et puis il y a naturellement maintenant, si vous voulez, parce que le statut de la femme a quand même évolué. Maintenant, il y a quand même dans le domaine politique. Donc, Madame Mitterrand comme Madame Chirac ont une activité politique. Et là, Madame Sarkozy, enfin la première, enfin la deuxième, non plutôt, oui. C'est ça, enfin celle qui précédait Carla. Celle qui précédait Carla. Bon, eh bien, ont une activité politique. Alors, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je trouve que c'est très bien, mais il faudrait que. Quand Carla va rencontrer le Dalai Lama, rencontré le Dalai Lama, elle a bien un rôle politique à la place de son mari. Oui. Non, mais c'était une visite culturelle. Et Daniel Mitterrand était beaucoup plus à gauche que son mari, c'est toujours ce qu'on a dit. C'était la pétroleuse, Daniel Mitterrand. Oui, mais on le dit toujours, mais vous savez, c'est quand le président a voulu recevoir Castro, là, donc ça posait des problèmes. Et à ce moment-là, c'est son mari qui a dit, mais vous inquiétez pas, elle a dit de son mari, vous inquiétez pas. Elle avait dit Castro n'est pas un dictateur, et Jospin a dit, ça m'étonne pas d'elle, elle a toujours cru que son mari était socialiste. Tout à fait. Dernière citation que nous devons à Madame Toulousian qui a dit « Passé 70 ans, soit on fait de la politique, soit on devient alcoolique, alors j'ai arrêté d'être député. » Il y a 14 députés qui ont plus de 70 ans, mais il y a beaucoup plus de sénateurs. C'était pas quelqu'un de chez nous. Ah, Churchill. C'est Churchill. Bah, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Churchill. Et je vais me tourner vers Éric Logérias pour qu'il veuille bien raconter l'histoire du jour, la bonne histoire envoyée par Madame Girardin de Lyon. Un Allemand qui visite Paris s'arrête à côté de deux types qui attendent un bus. Entschuldigung bitte, sprechen Sie Deutsch? Demande-t-il. Deux Français se regardent, silence de mort. Spreek u mich in Nederlands? Les deux Français ne bougent pas. L'Allemand essaie alors Sorry, do you speak English? Les deux autres continuent à le regarder, sans dire mot. Parlare italiano? Pas de réponse. Habla usted espagnol? Toujours rien. L'Allemand hoche alors la tête, d'un air dégoûté, et s'en va. Le premier Français se tourne alors vers l'autre et lui dit « Tu crois pas quand même qu'on devrait apprendre une langue étrangère ?»« Bah pourquoi ? Ce type en connaissait ça, que ça ne lui a servi à rien. Hein. » Et en même temps, d'une belle logique. Alors, un grand merci à René Dosière, député de l'Aisne, d'être venu débattre avec nous, avec beaucoup de compétences et de gaieté en même temps de tous ces problèmes qui intéressent les citoyens et les contribuables. Merci, bravo, à demain.